L'idée est d'être une demi-heure ensemble pour partager, prendre un peu de recul. J'imagine que dans la salle, beaucoup d'entre vous sont sur des projets ou de création, ou en tout cas avec une motivation par rapport à l'entrepreneuriat. Donc on va aborder un sujet qui peut paraître, vu de l'extérieur, un peu ésotérique, donc la notion de business model et les clés pour réussir dans un projet d'entreprise. Donc je m'appelle Denis Dauchy, je suis professeur à l'EDEC, l'école de commerce basée à Lille et à Nice, à Paris. Je m'occupe plus particulièrement de l'Executive MBA, donc, qui est un programme le week-end pour des cadres ou pour des entrepreneurs. Et je suis bien sûr aussi conseiller en entreprise. Donc j'interviens, après moi-même avoir eu une expérience d'entreprise, j'interviens dans différentes entreprises. Alors je ne sais pas pour vous, j'espère que pour vous le son est bon, ça va, parce que vu d'ici, ça fait bizarre. Je ne suis pas habitué à intervenir avec un bruit de fond derrière. Donc, l'idée, le message que j'ai à faire passer et surtout à partager avec vous est relativement simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que ça n'est pas important. Et en général, ce qui est simple, on l'oublie très vite. Une entreprise, après tout, c'est deux facettes. C'est du chiffre et des coûts. Donc, l'idée est bien sûr de booster du chiffre d'affaires et d'optimiser des coûts. Pour booster du chiffre d'affaires, mon message, et lorsque vous faites le tour notamment du salon, c'est peut-être la question essentielle que vous devez poser à des franchiseurs. Il est indispensable et incontournable d'avoir une promesse client hyper péchue. Donc, est-ce que l'entreprise que vous voulez créer ou le réseau dans lequel vous voulez entrer se caractérise par une promesse client, c'est-à-dire une utilité, une valeur que vous donnez au client qui est extrêmement forte, irrésistible et qui vous-même vous attire. Donc, plutôt que d'y aller en pensant directement modèle économique, est-ce que ça va gagner, est-ce que ça ne va pas gagner, allez-y avec votre regard de client, de consommateur potentiel. Est-ce que vous avez une attirance et est-ce que vous pensez que les clients ou les clients visés auront une attirance irrésistible par rapport à tel concept? Je sais que ça paraît une belle évidence, mais encore une fois, d'ailleurs, on oublie très très vite ce genre de belle évidence. Le critère numéro 1, est-ce qu'on a un vrai projet commercial? Est-ce qu'on a une vraie promesse client? Et vous, en tant que personne, est-ce que vous considérez qu'elle est irrésistible, qu'elle est vraiment de nature à faire une rupture? Attention, parce que finalement, on a beaucoup de projets qui sont assez banals, assez banaux, assez classiques. Donc, en quoi vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de vrai, quelque chose de fort, quelque chose d'authentique, quelque chose qui est en rupture? Ça, c'est pour la partie chiffres. J'y reviendrai dans le détail. Pour la partie coût, la règle du jeu, la clé du succès d'aujourd'hui, et là aussi, ça paraît une belle évidence, mais c'est bien plus fort dans le contexte actuel, c'est l'agilité. Est-ce que vous avez l'impression que ce concept, que ce modèle, puisqu'on va parler de business model, est suffisamment flexible, suffisamment souple, suffisamment agile? Ce qui plante une entreprise, en général, ce n'est pas tellement l'obsession de la marge, c'est la capacité de résister à une forte volatilité, notamment de votre chiffre et de votre environnement. Donc, en quoi le modèle qui serait le vôtre, éventuellement, a des caractéristiques d'agilité, de souplesse, de flexibilité? Concrètement, quelle est la proportion entre coûts fixes et coûts variables? Est-ce que c'est vous qui avez des coûts fixes ou est-ce que c'est le franchiseur, par exemple? Donc, comment ça se situe à ce niveau-là? Autre point, quand je parle d'agilité, ce n'est pas simplement au niveau des coûts, mais est-ce que ce modèle correspond à la vie des affaires telle qu'elle est aujourd'hui? Notamment, est-ce qu'il est cross-canal? C'est-à-dire, est-ce qu'il utilise différents canaux? S'il s'agit d'une agence, d'un centre, d'un magasin, est-ce que, évidemment, c'est là aussi évident, et pourtant, lorsqu'on observe certaines entreprises, on est parfois encore très loin du compte. Est-ce que le client aura la possibilité également de se connecter via d'autres canaux, évidemment, via Internet, via le mobile, etc. Donc la flexibilité et l'agilité, vous pouvez la constater à beaucoup d'endroits, notamment sur la structure de coûts et bien sûr sur la manière dont le modèle conduit à une certaine organisation, notamment dans les canaux clients. Alors en fait, là, je viens de vous parler tout bêtement de ce qu'on appelle un business model. Alors pourquoi utiliser l'expression anglaise? Parce que la traduction en français n'est pas évidente et pas claire. En français, on parle de modèle économique, ce qui est un peu réducteur, puisque un business model, c'est d'abord et avant tout un modèle d'affaires, c'est-à-dire la manière dont on fait de l'argent, ça c'est clair. Alors vous allez me dire, c'est une évidence, si on a des clients, ils payent à la caisse, ou si on vend des produits, on les facture. Oui
Et en même temps, il y a de plus en plus, il suffira que vous vous promeniez dans ce salon pour voir qu'il y a de plus en plus de différentes manières de facturer les clients, qu'il y a différentes manières de faire de l'argent, donc différentes manières de faire ce qu'on appelle du profit et in fine de la valeur. Attention, une entreprise peut parfois dégager de relatifs faibles profits et avoir beaucoup de valeur, puisqu'elle est sur un concept porteur, vraiment en rupture, en rareté. Donc méfiez-vous, méfiez-vous des indicateurs. L'objectif, in fine, c'est la valeur, c'est-à-dire si vous revendez un jour, quelle valeur ça aura, et est-ce que tous les jours vous travaillez pour augmenter la valeur, comme si vous deviez vendre, de l'entreprise en question. Donc comment on fait de la valeur et comment on mène une activité? Mener une activité, j'entends par là, dans tous les secteurs, on a de plus en plus des manières différentes de faire des choses. Prenez le secteur aérien, entre une compagnie aérienne classique comme Air France et une compagnie comme EasyJet ou Ryanair, on a bien des entreprises qui sont dans la même activité, mais qui ont des manières radicalement différentes. D'où ce terme de business model. La manière dont on va mener une activité et la manière dont on va faire de l'argent. Le terme vient des États-Unis, notamment les jeunes entrepreneurs qui créaient sur la côte Est des activités qui avaient besoin de lever de l'argent, qui étaient capables d'expliquer leur idée, mais incapables d'expliquer comment ils allaient faire de l'argent. D'où l'expression, quel est votre modèle économique? Comment allez-vous faire de l'argent? Qui allez-vous facturer? Qu'est-ce que vous allez facturer? Quels vont être vos coûts? Quel va être votre niveau de profit? Et bien sûr, en quoi vous me garantissez que vous allez faire du cash dans l'avenir? D'où l'expression business model. Alors c'est une expression qu'on emploie de plus en plus parce que le monde a changé. Le futur n'est plus ce qu'il était, on connaît tous la formule. En gros, on est passé d'une économie dite de masse à une économie où l'importance du positionnement est de plus en plus vitale. Et précisément, encore une fois, le positionnement d'une entreprise est plus important que son secteur d'activité. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la distribution, que ce soit, j'ai vu du business dans le fitness ici, que ce soit dans les cuisines, dans le bricolage, peu importe, le positionnement, c'est-à-dire encore une fois, la valeur qui est créée pour le client, est plus important que l'industrie en tant que telle. Dans le passé, on avait tendance surtout à catégoriser les entreprises selon leur activité, l'industrie à laquelle elle appartient. Aujourd'hui, c'est bien plus cette notion de positionnement et la clarté, la vraie transparence, la vraie authenticité du positionnement, avec, notez-le bien, les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui ont plutôt des positionnements radicaux, soit vers le haut, premium, solution, proximité client, intimité client forte, ou soit paradoxalement vers le bas. J'ai parlé tout à l'heure d'EasyJet, je pourrais parler de certaines et pas toutes. Faites très attention parce qu'il y a d'énormes différences dans le discount. Je pourrais parler notamment de formules qui sont excellentes, notamment dans la bonne utilisation du capital investi. Donc on se rend compte que ce sont les positionnements les plus nets, les plus radicaux, qui ont tendance à être les plus intéressants, les positionnements de niche. Ne pas hésiter à être... Même si, faites attention parce qu'on a toujours tendance à avoir des arguments autour de la taille du marché, autour du caractère porteur du marché. Or, certes, c'est important, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est beaucoup plus la force et le côté impactant de ce qu'on appelle le positionnement ou la promesse client qui va faire la réussite, plus que stricto sensu, encore une fois, la taille ou la croissance du marché. Alors, encore une fois, tous ces aspects sont bien sûr complémentaires. Donc, optimiser un modèle économique, ça veut dire quoi concrètement? Comme je l'ai énoncé, c'est la ligne du haut. La ligne du haut, c'est le chiffre, le business que vous générez. Et c'est la ligne du bas, donc les ressources que vous y mettez. J'entends par ressources, bien sûr, l'argent, mais évidemment aussi le temps. Il est évident qu'il existe des modèles ou des entreprises où finalement on gagne de l'argent, mais en y mettant un temps de fou, en travaillant jour et nuit. Donc il s'agit à ce niveau-là de bien mesurer, est-ce que le niveau de business que je dégage est en cohérence avec le niveau de ressources que j'y alloue, bien sûr ressources financières et temporelles. Ceci dans le cadre d'une vision, c'est-à-dire d'un projet qui est clair, d'une projection dans le futur qui est claire, d'une image de votre entreprise dans le futur mais qui est ambitieuse et qui donne envie, enfin qui attire. Alors concrètement, d'un point de vue financier, ça se caractérise par du chiffre d'affaires, des revenus qu'il s'agit de maximiser, et des coûts qu'il s'agit bien sûr d'optimiser. J'ai bien dit optimiser, pas forcément minimiser.
Parce que dans certains modèles, l'argent que vous allez mettre dans la promotion, dans la communication, dans la publicité, est sûrement pas à diminuer et parfois au contraire à augmenter comme vous l'imaginez bien. Et pour créer du chiffre, c'est ce que je disais précédemment, il faut avoir une vraie valeur client. Et c'est une question qui est loin d'être anodine. Quelle est la valeur que vous créez pour vos clients? J'entends par valeur, en quoi êtes-vous utile? En quoi êtes-vous vraiment utile aux clients? En quoi peuvent-ils ou pas se passer de vous? En quoi vous facilitez leur vie? En quoi vous résolvez des frustrations dont ils ne sont même pas eux-mêmes conscients? En quoi vous résolvez réellement des problèmes clients? N'attendez pas que les clients vous disent. Il s'agit, encore une fois, beaucoup plus de la proposition que vous faites. En quoi est-elle vraiment impactante? Avant d'avoir les tablettes de type iPad, sincèrement, on n'avait pas conscience qu'on en avait besoin. Donc les clients ne savent pas forcément strictement ce dont ils ont besoin. Par contre, ce qui est très clair, c'est que la force de votre concept, si elle est vraiment ancrée dans la réalité du client, dans la vie concrète du client quotidienne, dans la capacité à résoudre des problèmes et des frustrations, il y a de grandes chances que votre modèle, soit gagnant. Et évidemment, une fois qu'on a une très bonne valeur client, comment on monétise? Monétiser, ça veut dire tout bêtement comment on facture. Qu'est-ce qu'on facture? Est-ce qu'on facture un produit ou un service? Est-ce que le service, vous allez le facturer sur le temps passé? Est-ce que vous allez facturer selon un forfait? Est-ce que vous allez faire de l'abonnement? Est-ce que vous allez faire du paiement à l'usage? Et surtout, est-ce que vous allez avoir le souci d'être suffisamment diversifié dans vos sources de revenus, c'est-à-dire dans votre manière de facturer et la diversité de votre facturation? On constate que les modèles économiques les plus performants sont ceux, et j'en donnerai un exemple tout à l'heure, qui ont une vraie diversité dans les modes de facturation. Les deux modes les plus porteurs aujourd'hui sont clairement, d'ailleurs ils peuvent se combiner l'un à l'autre, l'abonnement et le paiement à l'usage. Pourquoi? L'abonnement, évidemment, quand l'économie, regardez votre abonnement, par exemple, je ne ferai pas de pub, mais à certaines chaînes de télévision, si un certain mois ça va moins bien, vous allez quand même le garder. La téléphonie. Donc tout ce qui permet finalement de garantir ou de régulariser un peu mieux votre chiffre par rapport à la conjoncture est aujourd'hui appréciable, voire même si c'est parfois un peu au détriment de la marge. Et l'usage, parce que l'usage est ce qui permet la relation la plus transparente et authentique entre votre entreprise et les clients. Donc comment allez-vous monétiser? Monétiser, c'est simplement transformer en argent l'utilité que vous créez pour les clients. Monétiser. Et les coûts, sachant que vous avez deux types de coûts. Les coûts opérationnels, tout le monde devine ce que c'est, les frais de personnel, les achats de matières premières si vous en avez, les charges externes, l'électricité, les loyers, évidemment extrêmement importants si vous n'êtes pas propriétaire. Donc un certain nombre de coûts qui sont relativement faciles à identifier et qui se déduisent du chiffre d'affaires pour faire de la marge, mais paradoxalement, ça n'est pas suffisant. Et ça, c'est le piège. On connaît pas mal de modèles économiques où les gens se disent « je fais une bonne marge ». Oui, mais on peut avoir tendance à ne pas prendre suffisamment en compte le critère vraiment important qui est le retour sur capitaux employés. Donc par rapport à l'investissement de départ que vous avez fait, certes vous faites de la marge, mais est-ce que vous faites bien tourner vos capitaux? Est-ce que votre investissement est maximisé en termes de chiffres? Donc attention, on a deux types de coûts, les coûts dits opérationnels et le capital employé. Dans le capital employé, il ne s'agit pas que des investissements, mais il s'agit bien sûr aussi du besoin en fonds de roulement. Donc, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de stock? Et c'est là où ça peut être très piégeant. Vous dites, bon, ça va, mon investissement est relativement raisonnable, mais en fait, vous avez complètement sous-estimé le poids des stocks, notamment en phase de démarrage. Et évidemment, autre facteur hyper important, les créances clients. Est-ce que vous avez bien estimé le délai auquel les clients vont payer? Au début, ça peut parfois accrocher, mais avec de la trésorerie, donc de l'argent de la part des clients, qui arrivera relativement tard, 2, 3, ou voire plus, mois après. Donc attention, dans le capital employé, vous avez ce qu'on appelle, et ceux d'entre vous qui sont déjà aguerris à la gestion le savent très bien, vous avez ce qu'on appelle le capital circulant, donc le besoin en fonds de roulement, stock et délai de paiement des clients, que vous pouvez parfois compenser, bien sûr, par le délai de paiement de vos propres fournisseurs, si vous en avez. Alors, pour résumer ça en différentes étapes, puisque c'est le titre du bouquin que j'ai écrit, qui n'est pas un bouquin qui est directement et uniquement centré sur la création d'entreprise, qui se veut un livre beaucoup plus général
concernant les créateurs, mais aussi les entreprises actuelles qui ont besoin de réinventer leur modèle économique. En fait, je travaille beaucoup plus pour ce type d'entreprise. Pensez à la Redoute, pensez à Virgin, pensez à un certain nombre d'entreprises qui, malheureusement, étant donné la conjoncture, étant donné notamment la révolution numérique, doivent complètement remettre en cause leur modèle et revenir à des principes de base, à des principes tout simples, tels que ceux que je viens d'énoncer. Alors j'en ai 7, je vais les passer très vite, à vous d'aller plus profondément si cela vous intéresse. Le premier, la promesse client, j'en ai parlé, je vais y revenir après, c'est fondamental. En quoi vous avez une vraie proposition de valeur client, j'y reviens après. La deuxième, j'en ai parlé aussi, la manière dont vous récupérez l'argent. Est-ce que vous êtes suffisamment innovant là-dessus? Est-ce que vous êtes suffisamment créatif? Est-ce que votre modèle vous permet par exemple de vendre de l'espace publicitaire? Pourquoi pas? Est-ce que votre modèle vous permet de récupérer de l'argent de la part des fournisseurs? Ou est-ce que c'est le franchiseur qui le récupère? Est-ce que votre modèle vous permet, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, de faire de l'abonnement ou ce genre de choses? L'agilité opérationnelle, j'en ai déjà parlé aussi. Est-ce que votre modèle est cross-canal? Est-ce qu'il est centré sur des coûts fixes extrêmement élevés qui peuvent vous planter si une année ça va moins bien? Donc en quoi êtes-vous agile? L'équilibre entre marge et rotation des capitaux. Je ne fais que redire des éléments que j'ai présentés. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans un modèle à forte marge, mais où vos capitaux vont tourner lentement? Ou au contraire, ce qui peut être tout aussi intéressant, j'ai devant moi une enseigne comme Ucar, par exemple, vous êtes dans un modèle à faible marge, mais vos capitaux vont tourner très vite. C'est-à-dire que l'investissement que vous avez fait au départ va tourner très vite, et en plus, il se peut que vous soyez dans un modèle où vous soyez dans un capital circulant, c'est-à-dire un besoin en fonds de roulement négatif. C'est-à-dire que vos clients vous payent avant que vous n'ayez payé vos fournisseurs. Donc certes, vous faites de faibles marges, mais en termes de création de valeur, ça peut être extrêmement pertinent. Donc méfiez-vous, vous avez une très forte diversité de modèles économiques aujourd'hui dans la vie des affaires, et regardez quel est l'équilibre entre marge et rotation des capitaux. Alors ça, c'est la photo un peu statique, mais la vraie vie, ce n'est pas une photo, la vraie vie, c'est un film. Donc en quoi votre modèle va vraiment vous permettre la croissance? Et ça aussi, c'est un autre piège. En général, on voit des modèles, on vous présente un compte de résultat qui est canon, ou qui est pertinent, qui est normal, mais vous n'êtes pas forcément dans le meilleur modèle pour générer de la croissance, en fonction de la localisation, en fonction de l'extension client, en fonction de l'extension de la gamme de produits, en fonction des nouveaux services que vous pouvez vendre ou pas aux clients que vous avez déjà. Donc quels sont les leviers de croissance? En quoi ce modèle est non seulement performant à l'instant T, mais en quoi il va générer du cash et de plus en plus de croissance? Vous savez, une entreprise qui ne grandit pas un minimum, elle a fatalement des problèmes, parce que vos coûts vont grandir. La croissance, c'est un peu l'oxygène. Quelqu'un qui ne respire pas, il a un problème. Une entreprise qui n'a pas un minimum de croissance a un problème. Parce que ses coûts, eux, vont augmenter. Ne fût-ce qu'éventuellement la pression salariale, la pression des taxes, des impôts, vous avez compris ce que je veux dire, la pression des matières premières si vous achetez des matières premières. Donc la croissance est absolument nécessaire, je n'ai pas dit une croissance de malade, mais un minimum de croissance pour absorber et faire un modèle économique qui va créer de la valeur. Je crois qu'après, vous avez Grandjean, si j'ai bien compris, et vous avez de la chance, donc restez là. Moi, je vous conseille pour venteprivée.com. Venteprivée.com est typiquement le genre d'entreprise qui non seulement a un bon modèle à la base, avec une vraie proposition de valeur à la fois client et par rapport aux commerçants avec lesquels il travaille, mais qui sait générer de la croissance. Au lieu d'être uniquement dans le vêtement, ils sont y compris aujourd'hui dans la billetterie, etc. Enfin, il en parlera peut-être. Donc la croissance, évidemment, c'est majeur. Les indicateurs. Un bon modèle économique, c'est un modèle qui se résume à 3-4 indicateurs. S'il vous faut une journée complète pour expliquer votre modèle, ça ne le fait pas. Quels sont les indicateurs clés qui permettent la mise en énergie des femmes et des hommes de votre entreprise? Ça doit se résumer à 3 ou 4 indicateurs. Pour vous donner un exemple, dans un modèle low cost, dans le secteur aérien, l'indicateur clé, c'est le temps de rotation de l'avion. Le temps entre le moment où l'avion atterrit et le moment où il redécolle. Et l'indicateur doit être de la mesure de 30 minutes. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris le modèle. Donc si vous rentrez dans un modèle, c'est-à-dire dans une forme d'entreprise, dans une forme de franchise, où il vous faut des heures pour expliquer, et il vous faut trop de temps pour comprendre où se joue vraiment la performance et la valeur, dites-vous que ce n'est pas bon signe.
Un bon modèle économique, encore une fois, se caractérise par très peu d'indicateurs où se concentre la création de valeur et l'énergie humaine. Et bien sûr, dernier point, avez-vous le profil? On constate qu'évidemment, c'est une belle évidence, mais un modèle économique est performant par l'énergie humaine, par l'importance de l'engagement qu'on y met. Et fatalement, pour être en énergie, pour être en engagement, on doit se sentir en cohérence. Donc, êtes-vous vraiment fait pour tel type de modèle? Certains sont faits pour des modèles plus low cost, d'autres pour des modèles premium, d'autres pour des modèles à forte dimension de service, d'autres pour des modèles où l'offre se renouvelle fortement, donc très centrée sur l'innovation. On n'est pas tous faits, on n'a pas tous la même personnalité, donc il est évident qu'on doit énormément valider l'adéquation entre son profil personnel et le type d'affaires dans lequel on rentre. Et au-delà de ça, on constate aujourd'hui l'importance de la gouvernance, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ne pas avoir peur de s'entourer, même si juridiquement vous ne le faites pas parce que vous avez une société à action simplifiée, bon, peu importe, et essayez d'avoir un conseil d'orientation, un conseil de surveillance, appelez-le comme vous voulez, un conseil d'amis. Mais on constate qu'en France, malheureusement, on n'est pas si mauvais que ça pour la création d'entreprises, mais on est plutôt mauvais pour le côté passer certains seuils. Et le fait de passer certains seuils est souvent dû à la présence ou pas de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire de la capacité de l'entrepreneur à bénéficier de regards externes, à bénéficier de façon formelle d'une entité qui va l'encourager, qui va lui montrer les pièges dans lesquels il peut tomber et qui va lui mettre l'énergie pour aller plus loin. Donc la gouvernance, c'est quelque chose de majeur. Alors, je vais reprendre quelques points rapidement, peut-être la promesse client et le côté chiffre d'affaires, et on prendra peut-être un peu de temps en donnant des illustrations pour quelques questions. Alors, je reprends ces points. Alors, la promesse client, alors certains d'entre vous connaissent l'approche dite océan bleu. C'est en quoi avez-vous le sentiment que l'entreprise dans laquelle vous entrez, dans laquelle vous allez être franchisé, que vous créez, est finalement assez comparable à des tas d'autres entreprises? En quoi est-elle vraiment unique? En quoi la promesse, le projet commercial est quelque chose qui est en rupture, qui est différent des autres? En quoi êtes-vous plutôt dans un bocal entre poissons qui vont se mordre par la compétition uniquement sur le prix ou sur les moyens de promo? Moi, je vois des entreprises aujourd'hui qui dépensent énormément d'argent, par exemple sur AdWords, donc de façon à être référencées sur Google. Et ça peut atteindre des proportions faramineuses sur le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde qui fait la même prestation. Donc, fatalement, soit vous cassez les prix pour pouvoir vendre, ou soit vous mettez un argent considérable pour faire connaître ce que vous êtes. La meilleure façon de se faire connaître, c'est d'être unique, c'est bien sûr d'être différent. Donc, de sortir du bocal de la concurrence classique, en ayant une promesse, encore une fois, centrée sur le vécu, sur les problèmes, sur la vraie vie, sur les aspirations. En fait, résolvez les problèmes dont les gens n'ont même pas conscience. Et évidemment, là, ça cartonne beaucoup plus. Quelques exemples. Dyson. Alors, je ne prends pas des exemples de franchiseurs. Enfin, il y en a peut-être certains, mais volontairement. J'ai préféré, pour éviter de faire la faveur à l'un ou à l'autre, prendre des exemples d'entreprises au sens global du terme. Dyson est une entreprise toute bête, mais faite d'ingénieurs, de gens techniciens, amoureux du produit, mais qui ont cette démarche de bon sens, qui est d'essayer de comprendre la vie quotidienne. Et l'aspirateur sans sac, vous avez bien compris, a permis de résoudre une frustration de la vie quotidienne. Puis le Airblade et des tas de produits, cette entreprise est vraiment centrée sur ce côté-là. Vous ne connaissez pas forcément. Qui connaît cette entreprise? Bon, en général, ce sont les piliers de bar qui connaissent cette entreprise. C'est une entreprise qui fait du sirop. Cette entreprise fait du sirop. Vous avez tous compris que son concurrent, c'est Tesser. Si cette entreprise fait le même job, le même boulot que Tesser, elle est morte. D'accord? D'où le côté génial qui est au contraire de se dire en quoi je peux trouver ma niche, en quoi je peux vraiment être unique et non comparable. Dans l'exemple de Tesser, Tesser s'est centré sur les barmen, donc sur la créativité pour les barmen et la capacité des barmen ou des barwomen à faire des cocktails, à faire des mélanges. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec le business model ou le modèle économique de Tesser. Yves Rocher, bon, il se fait qu'ils sont là. Yves Rocher pourrait se taper L'Oréal. Évidemment, s'ils font ça, ils sont morts. C'est très classique. Un nombre d'entreprises se plantent parce qu'elles cherchent à faire où il y a plus fort qu'elles. Donc elles commencent un combat qu'elles sont sûres de perdre. Yves Rocher, par la beauté
notamment grâce aux plantes, grâce au côté végétal, a un vrai credo, a une vraie niche, ce qui confère, à mon sens, son côté plutôt pertinent en termes de création de valeur. Un dernier exemple, il se fait que je travaille beaucoup pour la grande distribution. Vous avez vu ces derniers temps le drive qui s'est énormément développé. Pourquoi ça s'est développé? Simplement parce que ça résout un problème client. Le côté les courses fastidieuses, le côté gain du temps, le côté pratique, là on est prêt à payer. Donc est-ce que vous avez encore une fois un modèle où vous résolvez un vrai problème client? La monétisation, j'ai pris là aussi un exemple complètement extérieur. Est-ce que LinkedIn, parce que je sais que certains d'entre vous sont sur ce genre de réseau, est-ce que ça gagne de l'argent? D'après vous? Si je pose la question comme ça, évidemment c'est oui. LinkedIn fait aujourd'hui 1 milliard de dollars. Alors c'est un exemple qui peut vous paraître lointain, je le prends surtout parce qu'il est porteur d'enseignement. Et en fait, LinkedIn évidemment ne gagne pas de l'argent grâce à nous, puisque en général, très peu d'entre nous payons pour le service supplémentaire, mais LinkedIn est très caractéristique des modèles économiques d'aujourd'hui, où vous avez une diversité des sources de chiffre d'affaires. LinkedIn gagne de l'argent évidemment avec les entreprises, avec les particuliers et la publicité, et gagne surtout de l'argent parce que les entreprises mettent des offres d'emploi. Alors c'est surtout vrai aux États-Unis, et donc permettent la majorité du chiffre d'affaires, parce que LinkedIn vend de la publicité et parce que certains d'entre nous payons en plus. Donc vous voyez que vous avez une vraie diversité dans les manières de facturer le client. Pour prendre des entreprises un peu plus proches de nous, regardez Deco. Tout le monde est persuadé que les clients de Deco sont les villes. Or, Deco est avant tout un modèle publicitaire, mais Deco a su diversifier son chiffre, évidemment avec le Vélib, avec des tas d'autres activités. Nespresso, c'est la caricature. C'est ce qu'on appelle un modèle rasoir et lame. Rasoir et lame au sens où, et si vous tombez sur un modèle comme ça, dites-vous que c'est des modèles qui marchent vraiment bien, qui ont vraiment cette capacité à bien résister à la conjoncture. Vous vendez l'équipement, vous ne faites pas forcément beaucoup de profit ou beaucoup d'argent là-dessus, mais le client derrière est obligé d'acheter le consommable. D'où le fait rasoir et lame. C'est comme les photocopieurs, sont comme les ascenseurs avec le service. Ce sont des très bons modèles économiques. Si vous tombez sur un modèle économique d'abonnement ou un modèle économique où le client, une fois qu'il a acheté l'équipement, est obligé de revenir chez vous pour le service ou pour les consommables, dites-vous que vous avez un modèle qui est plutôt puissant, qui est plutôt fort. Michelin, je prends uniquement cet exemple pour montrer que tout ce qui est paiement à l'usage concerne aujourd'hui énormément d'activités. Michelin vend des pneus, mais pour ses très grands clients, ils ont aussi une approche qui consiste à louer le pneu, mais par contre à facturer au kilomètre. Plutôt que de facturer chaque pneu, ils facturent pour les gros clients transporteurs le kilomètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client ne paye que lorsqu'il se sert, évidemment, des pneus, lorsqu'il roule. Et l'avantage pour Michelin, alors c'est un avantage pour le client parce qu'il a des coûts variables plutôt que d'avoir des coûts fixes, et c'est un gros avantage pour Michelin parce qu'il capte le client, il le verrouille, parce que dans ce cas-là, vous payez un contrat, et surtout, il arrive à monétiser du service. Un des gros problèmes aujourd'hui dans les modèles économiques, c'est comment facturer le service supplémentaire. Vous facturez le service supplémentaire si vous changez l'unité de facturation, et notamment si vous la mettez à l'usage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les photocopieurs, par exemple, on a des factures à la page. L'intérêt aujourd'hui, on constate notamment pour les jeunes entreprises, ce qu'on appelle l'importance de pivoter. Pivoter, c'est ne surtout pas être rigide, ne pas être dogmatique, être capable de changer très très vite de mode de facturation. Criteo, qui est une superbe réussite française, malheureusement on n'en a pas plus, qui est compris coté aujourd'hui à la bourse aux États-Unis, était au départ dans la recommandation de films, puis la recommandation par Internet, et aujourd'hui est vraiment dans le côté display, c'est-à-dire facturé à la performance, donc à changer de nombreuses fois son modèle économique. N'ayons pas peur d'être agile et de changer plusieurs fois notre manière de facturer aux clients. C'est vraiment une constante aujourd'hui, surtout ne pas se rigidifier sur une seule manière de facturer. Dernier point, être agile et donc orchestrer l'agilité sur votre offre. Est-ce que vous avez une offre suffisamment large, suffisamment profonde, suffisamment de qualité? Est-ce que vous vendez suffisamment d'accessoires? C'est parfois là-dessus que vous allez marger. Sur le prix, on en a déjà parlé. Est-ce que vous êtes dans un bon positionnement? Sur la relation client, est-ce que les clients sont en contact avec vous uniquement par le magasin, par le centre, mais aussi évidemment aujourd'hui par d'autres moyens? Est-ce que vous êtes cohérent entre tout ça? Malheureusement, on voit trop d'entreprises où lorsqu'on va dans le magasin, on a telle image,
Et lorsque vous allez sur le site Internet, vous avez une toute autre image. Et qui plus est, lorsque vous appelez au téléphone, où là, vous avez une troisième image. Évidemment, ce n'est pas cohérent. Et évidemment, quand ce n'est pas cohérent, ce n'est pas performant. Donc c'est un point qui est majeur, la cohérence entre vos différents canaux. Il vaut mieux parfois investir moins sur le décor du centre et être cohérent entre différents canaux que de vouloir être trop sur un seul centre. Évidemment, comment vous êtes organisé. Alors, je ne vais pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mon objectif est aussi de susciter votre curiosité. Comment est votre culture d'entreprise? Comment ça se passe au niveau humain? Est-ce que vous avez les bons profils? Est-ce que vous avez les bonnes personnes? La performance va beaucoup plus venir de la cohérence des personnes que vous allez recruter que uniquement, bien sûr, du côté technique. Et ça, on le constate dans de nombreuses entreprises. Alors, ce ne sont pas des entreprises qui sont forcément ici. Encore une fois, j'ai voulu prendre des exemples généraux. Mais dans l'habillement, une entreprise qui cartonne, c'est Inditex, qui a Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Uterque, etc. Et pourquoi ils cartonnent? Parce qu'ils ont une promesse client qui est hyper claire, qui est la mode rapide. Des produits qui tournent extrêmement vite. Donc notamment, mesdames, vous êtes toujours attirées, vous avez toujours envie d'y retourner. Cette entreprise a une moyenne de 17 visites clients par an. C'est-à-dire un client en moyenne, il va 17 fois. On n'achète que dans 20-25% des cas. Mais ce qui est remarquable, c'est toute la cohérence de la logistique et de l'organisation interne de l'entreprise. Donc cette entreprise, non seulement fait de bonnes marges, mais a bien sûr un excellent retour sur capitaux, parce que ses stocks tournent très vite. Elle a toujours des bonnes localisations de magasins, mais vu le chiffre et vu la marge, évidemment, elle est extrêmement performante et se développe énormément. Et je fais exprès d'opposer, pour vous montrer qu'on est aujourd'hui dans un milieu où il y a vraiment une diversité de modèles. Donc si aujourd'hui vous faites franchiser dans une boîte de vêtements, vos concurrents de demain, ce seront ces gens-là. Inditex, Zara, vous connaissez, mais aussi Azos. Azos, qui est une entreprise britannique, qui vient de s'implanter qui vient d'implanter son siège à Lille, où je travaille, et qui, elle, se veut l'Amazon du textile. Et donc, qui a une approche remarquable dans sa souplesse. C'est-à-dire qu'elle va vendre des propres vêtements qu'elle a achetés, mais elle va aussi permettre aux clients de proposer des nouveaux types de vêtements, donc notamment aux jeunes filles qui sont accros à la mode, de pouvoir vendre via ce canal. Elle va faire de la vente classique, mais elle va faire aussi ce qu'on appelle de la marketplace, c'est-à-dire vendre les vêtements d'autres commerçants et toucher une com. Donc ce type d'entreprise un peu nouvelle sont vraiment remarquables dans cette capacité d'agilité et de représentativité par rapport au nouveau modèle économique. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut absolument faire ça, mon propos est de dire que c'est le vrai nouveau paysage des affaires qui doit nous inspirer dans nos manières de faire. Être agile, être divers, être multiple, vendre aux clients, faire participer le client, faire de la marge, prendre des commissions, faire de l'abonnement. Enfin bref, vous avez une diversité aujourd'hui qui est assez extraordinaire. Alors je ne parlerai pas de vente privée parce qu'on vous en parlera après. Je pourrais parler des heures du roi Amazon. Et Amazon a une promesse client, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous achètent sur ce canal, qui est extraordinaire. Et surtout une agilité qui est incroyable. 40% des produits que vous achetez sur Amazon sont en fait des produits où Amazon a pris une commission, mais ce n'est pas lui qui l'a acheté, qui l'a stocké. Amazon vend presque plus aujourd'hui en marketplace, en place de marché, que sur le schéma classique de la distribution. Donc vous avez des choses incroyables sur cette entreprise qui lui permet, je ne rentre pas dans le détail, mais d'avoir un retour sur capitaux qui n'est pas lié à la marge. Vous voyez, la marge est extrêmement ridicule. La marge d'Amazon n'est que de 1%. C'est vraiment extrêmement faible. Par contre, la rotation des capitaux, comme l'entreprise n'a pas besoin d'investir en magasin, est extrêmement élevée. Ce qui permet à Amazon un retour sur capitaux qui est de 13%, donc qui est relativement raisonnable. Voilà, et ce qui explique aussi la croissance de cette entreprise, qui aujourd'hui fait 75 milliards, alors qu'elle est née en 1995, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire, en termes de profit.